Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui une personne qui a vécu une élection présidentielle assez particulière il y a un peu plus d'1 an. C'est M. Sidya Touré qui est président de l'UFR. L'UFR, c'est l'Union des forces républicaines. C'est un parti politique de Guinée-Conakry. Hein. C'est cela. Bonjour monsieur Sidya. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée-Conakry pour que l'élection vous échappe? Vous étiez en tête au premier tour avec une avance plutôt considérable et à la fin c'est Alpha Condé qui l'emporte. Ça, je crois que c'est une question qu'il faut poser à la CENI et au général qui était chargé de la transition pendant cette période. Ce que je sais, c'est qu'au premier tour, les résultats d'une ville qui est la capitale, sur les 5 communes de Conakry, j'en avais gagné 3. Et j'étais deuxième dans les 2 autres qui avaient été gagnés par l'UFDG. Donc je crois que ce sont des élections que nous avons connues, qui se sont passées dans des circonstances assez particulières. Nous avons essayé de tourner la page pour que le pays puisse aller de l'avant, en espérant que les législatives apporteraient disons, un correctif à tout cela pour permettre à notre peuple de renouer enfin avec une certaine stabilité qui aurait pu amorcer un processus de développement. Malheureusement, on parlait d'année zéro pour la démocratie. Ouais, alors nous sommes encore en 2012 à l'année zéro, parce que jusqu'à présent la transition elle n'est pas terminée. Nous sommes toujours dans cette instabilité institutionnelle qui fait que nous n'avons pas d'Assemblée nationale, parce que celui qui a été élu président considère que le fichier électoral qui a servi à son élection n'était pas un bon fichier et qu'il faut recommencer le recensement. Donc nous sommes actuellement, disons, en panne d'élections législatives en Guinée au jour d'aujourd'hui. D'accord. Mais en analysant de façon introspective, les fautes ne sont que du côté de la CENI. En interne, vous ne vous êtes pas Non, fait... nous n'avons pas bien surveillé, je dirais, notre vote. Il faut que ce soit, c'est vrai. Si vous vous souvenez, après le premier tour, les femmes de Conakry sont sorties manifester. Parce que dans la commune la plus importante du pays, qui est la commune de Matoto, j'étais arrivé en tête, il y a 357 000 électeurs. On nous a jeté les urnes dans la mer et je suis arrivé en tête avec 39 000 voix. C'est-à-dire que dans cette commune, on a considéré qu'il y avait eu 33% de votants et de l'autre côté de la route, dans la commune de Ratoma, il y en avait 77%. Tout simplement parce qu'il y avait eu un processus de dissimulation du vote, alors que nous avions compté qu'avant qu'on ne décompte les 117 urnes qui ont disparu, nous avions 88 630 voix. Mais à la fin du processus, je me suis retrouvé avec 29 000 voix, tout en étant premier de la commune qui en comptait 357 000 électeurs. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. La commune de Matam a été annulée par décision de la CENI. C'est une période assez difficile. Nous en avons tiré les leçons et nous nous organisons pour que si jamais on devait arriver à des élections législatives un jour, cela se passe dans des conditions différentes. Cela devrait se faire au plus tard dans la deuxième moitié de 2012. Oui, malheureusement, mais comme je l'ai dit, nous sommes au sortir de l'élection présidentielle deuxième tour, nous nous sommes retrouvés à Kindia, qui est une ville à 125 km de Conakry, la CENI, les bailleurs de fonds, les partis politiques, et en examinant, disons, le processus électoral, en mars 2011, on était convenu qu'après avoir regardé tout le processus, on pouvait aller aux élections législatives en septembre 2011. Il a été convenu qu'on avait 3 800 000 électeurs qui avaient eu des cartes biométriques, 460 000 qui avaient eu des cartes alphanumériques, il fallait faire le recensement et tout ça pouvait aller tout seul. Dès qu'on est sorti de ce séminaire de Kindia, c'est le président de la République lui-même qui déclare que lui, il veut un recensement électoral nouveau, que le fichier qui a servi à son élection n'est pas bon. Alors bon, à partir de là, on est allé de dérive en dérive, en faisant en sorte que les partis d'opposition ne participent plus à la commission électorale indépendante qu'en raison de 4 personnes sur 24, que les démembrements de la CENI soient en totalité affectés au régime en place avec 80% contre 12% à l'opposition, que les mairies, les élus locaux qui étaient des élus des partis politiques d'opposition depuis 2005 soient démis de leurs fonctions et remplacés par des délégations spéciales, ainsi de suite.
Nous sommes allés ainsi de jour en jour en, disons, processus vraiment de changement complet du processus électoral. C'est ce qui a créé ce retard parce que nous avons demandé qu'on puisse se retrouver dans le cadre d'un dialogue pour arrêter ce qui était en train de se faire et qui était totalement contraire au processus tel qu'on l'avait engagé. Mais est-ce que le fait pour le régime, pour le président Alpha Condé, de demander que l'on refasse le recensement n'était pas aussi une occasion de remettre à plat toutes les règles d'élection de l'élection présidentielle? La loi ne présidentielle? prévoit pas cela. La loi est très claire. Si vous êtes élu sur une liste, cette liste, c'est qu'elle est bonne. Sinon, je ne vois pas comment est-ce que vous êtes élu. À moins que dans ce cas, il y a un problème. Si elle est bonne, normalement, il est convenu dans la loi guinéenne que du 1er octobre au 31 décembre de l'année en cours, on devait procéder à la révision, c'est-à-dire sortir ce qui était décédé, corriger ce qui avait changé de domicile, inscrire ce qui avait eu 18 ans et vérifier le fichier électoral. Nous nous sommes mis d'accord sur ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, je dois vous dire que le PNUD a délégué des experts qui viennent de... Le programme des Nations Unies pour le développement. Ils viennent d'examiner cet ancien fichier et ils nous ont déclaré, urbi et torbi, que ce fichier était parfaitement correct, qu'il n'avait pas été touché et que c'est un fichier sécurisé. Alors que nous étions en train de dire, disons, nous avons entendu du parti présidentiel que ce fichier n'était pas du tout fiable et qu'on ne pouvait pas l'accepter. C'est tout le contraire qu'on vient de nous dire. Et quand vous regardez la situation dans les pays voisins, parce que la Guinée a de nombreux voisins qui sont parfois pas toujours très stables sur le plan politique, je pensais à la Côte d'Ivoire qui se porte un peu mieux, je pense à la Guinée-Bissau qui ne va pas toujours aussi bien que l'on l'aurait souhaité, je pense au Mali qui connaît aujourd'hui une crise assez sévère. Oui. Dans cet environnement-là, quelle est l'analyse que vous avez de la situation? Écoutez, les Africains, je crois, très rapidement, quand ils se sont rendus compte que les dictatures ne pouvaient plus fonctionner comme cela était il y a 15-20 ans, ont décidé d'africaniser le processus électoral. C'est-à-dire de faire en sorte que quand on va aux élections, on se crée son fichier, on se crée une commission électorale indépendante à sa botte, en réalité, et vous donnez des élections qui, en général, ne sont pas le reflet de l'opinion dans votre pays. Donc vous créez... Cette analyse vaut pour la Guinée-Conakry ou pour l'ensemble des pays? Ça vaut pour beaucoup de pays. Quand vous regardez ce qui se passe au Mali, que nous déplorons, que nous s'est passé au Bissau, que nous déplorons, le fichier électoral est toujours au centre du débat. D'accord. Le processus électoral est toujours au centre des discussions. Je crois qu'il faut faire en sorte que les élections reflètent réellement l'opinion, disons, la composition, la diversité des différents pays. Comme ça, vous évitez qu'il y ait des franges entières de la population qui ne se retrouvent pas dans les élections que vous organisez dans de telles conditions. En vous écoutant, j'ai l'impression que vous auriez souhaité une contagion des printemps arabes au sud du Sahara pour que l'on ait des constituantes qui permettront de remettre à plat les règles aussi bien constitutionnelles que électorales. Nous venons d'avoir un colloque avec l'UMP, avec Jean-François Copé et les représentants d'autres partis politiques africains sur ce problème des printemps arabes et des printemps africains surtout. Et il faut avouer que depuis 1991, le Mali avait déjà fait son printemps. 200 personnes sont descendues, ont été tuées dans la rue pour mettre en place, disons, à la place de la dictature qui existait à l'époque, un gouvernement d'union nationale et puis ensuite des élections qui ont pu mettre en place un processus démocratique au Mali. 20 ans après, c'est curieux que nous retombons dessus et que nous entendions ce qui se disait il y a 20 ans sur le processus électoral, la manière dont les élections sont gérées. Donc ce que nous avons dit à cette rencontre, c'était surtout d'éviter que quand les populations ont décidé de descendre dans la rue, des fois au prix de plusieurs morts, pour essayer d'obtenir un processus démocratique, il n'est pas normal qu'un chef d'État prennent le pays en otage et qui, par des moyens détournés, des fois par la coercition, par la force, oblige les gens à perdre les bénéfices de ce pourquoi ils se sont battus. En général, vous avez un pouvoir autocratique qui n'est plus le reflet de ce pourquoi les populations sont battues. Et ces populations, de plus en plus, se désintéressent de la politique et du processus démocratique parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le résultat de leur lutte n'est pas du tout conforme à ce qu'ils voient tous les jours apparaître à leurs yeux. Donc je crois qu'il est important
qu'on fasse en sorte que de telles choses ne continuent pas à arriver en Afrique, parce que nous passons à côté du problème. Nous avons eu les printemps arabes, j'ose espérer que ces démocraties-là, à part le cas de la Tunisie qui me paraît beaucoup plus clair, que ces autres pays suivront la même voie et que tout ceci ne va pas accoucher de systèmes que nous allons regretter plus tard. Mais la balle est dans le camp de l'opposition pour le faire. Non, si ces militants descendent dans la rue et exigent ce que les Tunisiens ont exigé, probablement qu'ils obtiendront gain de cause comme les Tunisiens. Mais moi, par exemple, quand on parle de ces pays, nous sommes descendus dans la rue pendant des années. 2006, 2007, 2008, 2009. Je porte encore les stigmates du 28 septembre 2009. C'était pour avoir des élections démocratiques en Guinée. Et c'était pour avoir, aujourd'hui, un processus qui aurait été accepté par tous. Nous sommes complètement à l'opposé de ce pourquoi nous nous sommes battus. Donc c'est peut-être l'opposition, mais apparemment, une fois que les gens arrivent au pouvoir, ils oublient complètement ce pourquoi ils se sont battus avant. Tout à l'heure, vous évoquiez la commission électorale indépendante. Est-ce que le travail qui s'y fait vous satisfait? Est-ce que vous continuez aujourd'hui de croire que, à travers cette commission, la démocratie guinéenne a des chances devant elle d'organiser des processus normaux? Non, malheureusement. Je viens de vous dire que sur les 24 membres de la CENI, il n'y a que 4 de l'opposition qui viennent de signer d'ailleurs un document aujourd'hui, qui ont signé un document il y a quelques jours, oui. Mercredi, pour s'assurer qu'ils ne pouvaient plus cautionner ce qui se passait au sein de la CENI. Imaginez-vous, la CENI guinéenne aujourd'hui, les démembrements, c'est-à-dire les représentations dans les communes, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, c'est 80% de partis au pouvoir et 12% de l'opposition. Quand vous savez que ce sont ces démembrements qui nomment les présidents du bureau de vote, qui nomment les scrutateurs, qui transportent les résultats des élections à la commission de centralisation, vous voyez bien où est-ce que nous allons. Voilà pourquoi, depuis longtemps, nous réclamons la recomposition de la CENI en Guinée. Entre-temps, l'État, lui, il a remplacé ceux qu'il estimait ne pas être suffisamment engagés auprès de lui. Et nous demandons que cette recomposition se fasse pour que ce qui a conduit la loi 013, qui a conduit à la création de la CENI en Guinée et qui veut qu'il y ait une parité entre l'opposition et les partis au pouvoir, mais qu'on remette tout cela en place et qu'on puisse aller à des élections législatives acceptables. C'est ce qui est refusé. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui un processus qui est en panne. D'accord. Donc aujourd'hui, vous ne lui trouvez aucune crédibilité à la commission électorale, à part si on la refondait? Absolument. Ce n'est pas sur la base de la parité? Absolument, parce que c'est ce que la loi prévoit. La loi est très claire. Elle dit que c'est 40% pour le parti au pouvoir, 40% pour l'opposition, et le reste, c'est la société civile et l'administration. Donc c'est tout simple. Nous demandons que cela soit appliqué. Et surtout, je dois vous dire, si on s'en tient au résultat du premier tour de l'élection présidentielle, 70% des partis qui ont participé à ces élections du corps électoral guinéen aujourd'hui se trouvent dans l'opposition. Merci beaucoup, M. Sidya Touré. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFR, l'Union des forces républicaines en Guinée-Conakry. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.